Bonjour, nous sommes à la Teddy Arena avec le président d'Access, Sami Selami. Bonjour Sami. Bonjour France Futsal et merci de venir déjà me voir ici dans notre nouvelle arène à Asnières et je suis très content de faire cette interview avec vous. Alors, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? J'ai 33 ans, je suis dans le futsal depuis 2009, en projet depuis 2014 et on a après 5 montées d'affilée, une finale du championnat de France. On est champion d'automne et on espère être champion cette saison pour représenter la France en Ligue des Champions la saison prochaine. Voilà. De métier, je suis contrôleur de gestion et j'adore le théâtre, le cinéma, la littérature, les promenades. Et voilà. Donc, quelle a été votre motivation pour devenir président d'Access? Je ne suis pas devenu président d'Access, j'ai fondé Access quand j'avais 20 ou 21 ans je crois. On voulait juste jouer au futsal avec des potes et voilà, il fallait créer une association, donc je l'ai fondée. Et puis de là est née l'ambition d'utiliser le futsal comme vecteur pour faire quelque chose de bien. Donc le principe c'était accélérer la réussite d'abord dans les quartiers puis n'importe où on pouvait avoir de la réussite. On voulait nous devenir incubateur et propulser les gens de manière à ce qu'ils gagnent du temps. Créer du réseau, créer des cercles vertueux, etc. Donc c'est un projet qui était assez ambitieux, assez complexe. Futsal était le vecteur et puis on en a fait la vitrine. C'est pour ça qu'on a poussé en 2014 pour avoir un projet incubateur, un projet locomotive et pour aujourd'hui devenir l'un des clubs les plus, on va dire, importants du championnat de France. Justement, vous qui avez émergé rapidement sur le devant de la scène, comment vous perçoivent vos homologues de D1? Déjà, je pense qu'il faudrait leur demander. Moi, je les perçois de manière très positive pour la plupart. Je suis très très impressionné et très respectueux sur certains clubs historiques comme le Sporting de Paris, avec qui je suis plutôt ami. D'ailleurs, je salue mon ami Rodolphe. Le Kremlin-Bicêtre, qui a été un club qui nous a beaucoup inspiré dans notre modèle et dont on a récupéré à l'époque des figures emblématiques qui aujourd'hui ont fait le succès de notre club aussi. Et puis, il y a d'autres clubs que je vois avec des états d'esprit plutôt positifs et que j'ai appris à connaître comme l'UJS Toulouse, Roubaix et le club de Nantes aussi qui est un club qui est très bien structuré. Voilà, c'est un peu les clubs avec qui je m'entends bien et dont j'espère continuer l'aventure avec eux en première division. Il y a d'autres clubs que j'aimerais voir monter comme Montpellier qui est vraiment pour moi l'un des clubs les plus porteurs en termes de potentiel et d'autres clubs de D2 comme mes amis de Torcy ou Laval que j'apprécie et que je suis. Donc on va parler également un peu plus de vous, de votre caractère. Je vais vous citer quelques adjectifs, attributs, et vous allez me dire lesquels vous représentent le plus, vous qualifient le mieux. Atypique et enthousiaste, ambitieux et dérangeant, passionné et médiatique. Moi, je me vois plus ambitieux et dérangeant parce que, comme tout le monde le sait, je manque pas d'ambition. Et comme tout le monde le sent, je dérange, donc je pense que c'est ce qui me qualifie plutôt bien, tout de suite en tout cas. Ok, merci. Qu'est-ce qui vous anime du coup chaque jour pour faire d'Access un grand de France et selon vos mots un grand d'Europe, futur grand d'Europe plutôt? Qu'est-ce qui m'anime? Je pense c'est d'abord l'ambition de vouloir voir un club français briller en Europe. Et surtout de valoriser un peu les gens qui viennent du même environnement que moi, donc de quartier en général, de classe populaire ou de classe sociale plutôt pauvre et qui ont malheureusement pour la plupart du temps une image qui n'est pas forcément celle qui les reflète le plus. Donc moi je veux être porteur d'espoir, porteur d'une image qui est beaucoup plus positive. Je veux aussi représenter ce que moi j'ai appelé la réussite des lions. C'est quoi la réussite d'un lion? C'est quand on grandit dans un environnement hostile, plutôt que devenir hostile comme l'environnement, on apprend à le dominer, on apprend à créer de l'harmonie pour pouvoir justement en tirer gloire plus qu'en prendre les méfaits. Donc voilà, qu'est-ce qui m'anime? C'est vraiment cette envie-là de faire de notre modèle un modèle vecteur de valeurs positives et surtout de locomotive d'ambition qui vont, j'espère, naître de notre réussite pour pouvoir suivre un peu la même voie. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais bon, je me suis compris en tout cas. Bon, ça va aller, je pense que nos spectateurs vont comprendre le message. Donc assez parlé de vous, on va parler maintenant de votre club.
Pouvez-vous nous faire une présentation de votre club? Access, c'est un club jeune, très jeune, dans la vision, dans la manière de travailler. Ça fonctionne comme une start-up. C'est un club très ambitieux, un peu arrogant des fois, mais on aime ça, ça nous amuse. C'est un jeu, on ne se prend pas du tout au sérieux. C'est composé principalement de bénévoles. C'est composé aussi de jeunes, d'alternants, de stagiaires. Il n'y a pas beaucoup de gens qui y bossent dans la structure, mais il y a beaucoup de gens qui y bossent dans le côté sportif par contre. Et puis c'est voilà, quoi, c'est un peu un club qui est à l'image de notre époque, qui bouge beaucoup, qui se remet tout le temps en question, qui essaye d'innover, d'apporter un peu sa pierre. Et c'est un club qui, je l'espère, sera la fierté du futsal français et même pourquoi pas du pays en Europe quand on ira rafler toutes les étoiles européennes qui existent. Si on l'espère également, si un jour vous pouvez ramener la Coupe d'Europe en France, vous ou un autre club français, l'important c'est que le futsal puisse toucher les étoiles. D'abord nous, après les autres. Au niveau du club, justement, comment est-il structuré, le nombre de licenciés avez-vous une école de futsal? On a une école de futsal, il y a 120 enfants dans l'école de futsal. Il y a à peu près 170 adhérents futsal purs. Ensuite, on est à peu près 800, je crois. Il y a 800 usagers ou utilisateurs, donc de personnes qui participent de manière régulière à nos activités. Il y a l'ambition d'avoir des académies un peu partout en France. Aujourd'hui, on en a 2, une à Villeneuve-la-Garenne, une à Asnières-sur-Seine. On est en train d'essayer de nous déployer dans d'autres villes du département des Hauts-de-Seine et puis au fur et à mesure un peu partout en France. Notre académie s'appelle Académie des Lions. C'est un concept où on se sert du futsal pour d'abord enseigner de manière pédagogique les valeurs du club et puis ensuite de faire de la préformation futsal pour aider les clubs de football à 11 à avoir des joueurs plus techniques, plus intelligents parce que c'est un peu les qualités du futsal et après derrière on a une section féminine, on a des sections loisirs. On a énormément de sections, on ne communique pas du tout dessus parce que pour le moment, c'est pas du tout l'intérêt. L'intérêt, c'est d'abord de créer de la marque. Et une marque, c'est son équipe Fagnon qui la représente. Donc pour l'instant, en termes de communication, on est uniquement sur l'équipe première. Mais petit à petit, on va commencer à communiquer de plus en plus sur le reste du club, qui est bien sûr l'âme du club et qui participe à la réussite du club tous les jours. On va revenir sur un fait qui est survenu cet été. Notamment avec la fusion de Paris Métropole et Access. Pourquoi cette fusion? Et cette transition s'est-elle bien opérée entre les deux entités? La fusion, elle avait du sens parce que on s'est développé très 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 vite. Et à un moment donné, on a beau être un rouleau compresseur sportivement sur le terrain, c'est pas pour autant que la structure suit de la même manière. Donc il fallait qu'on se rapproche de compétences et le club de Paris Métropole est, je pense, très connu par son président qui est M. Sabani, Jean-Pierre Sabani, qui aujourd'hui nous aide toujours à structurer le club et d'où l'intérêt de ne pas voir ce club-là mourir parce que ce club-là était en train de s'éteindre petit à petit. Moi, par respect et pour valoriser un peu ce patrimoine historique du futsal français, j'ai voulu le récupérer. J'ai pas voulu qu'il ferme et qu'il s'éteigne. J'ai voulu récupérer les compétences qu'il y avait. Donc en l'occurrence, M. Sabani avait aussi des intérêts sportifs et des intérêts de structure. Il fallait qu'on arrive avec une structure beaucoup plus costaud et aussi des bases un peu plus saines. Parce que voilà, 5 montées d'affilée, ça se fait pas sans parfois des problèmes qui vont avec. Donc là, on va parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de monde. On va parler sous. À combien estimez-vous le budget moyen d'un club de D1 pour qu'il puisse réellement être structuré et être Donc c'est compétitif? C'est une question d'hypothèse, quoi. Combien je pense qu'un club de D1 devrait avoir de budget pour être normalement structuré? Exactement. Alors, pour jouer le maintien, je pense qu'il faudrait minimum 100 000 euros pour être plutôt bien structuré. Pour jouer le titre, il faudrait entre 500 et 1 million d'euros. Dans le schéma du futsal vers lequel on tend en France, c'est-à-dire du futsal professionnel, on ne peut pas espérer avoir le titre si on n'a pas réussi à mobiliser 500 000 euros de partenariat.
c'est pour moi impossible. Le bon budget pour moi, pour que le championnat de France se structure et soit bien organisé, c'est 250 000 euros. Donc ça, c'est un budget qui permet de construire une équipe, un staff, qui permet d'assurer les déplacements, et c'est pour moi très accessible. Et il suffit tout simplement d'avoir les bonnes personnes à la bonne place pour pouvoir les atteindre. Pour pouvoir avancer. Donc on va revenir au niveau du club d'Access. Donc un club, 2 villes qui sont Asnières et Villeneuve-la-Garenne. Comment gérez-vous les relations avec les collectivités justement ? C'est un peu difficile comme vous pouvez l'imaginer, parce qu'on est nous nés à Villeneuve-la-Garenne, on a l'âme et le cœur à Villeneuve-la-Garenne, mais Villeneuve-la-Garenne était trop petite pour le projet d'Access et pour l'ambition d'Access. Le gymnase n'était plus du tout homologué, donc on ne pouvait plus jouer là-bas. On a dû trouver une nouvelle ville, et Asnières nous a accueillis bras ouverts grâce à une équipe qui est quand même une équipe municipale, je parle, qui est hyper dynamique, très positive, qui a vraiment mis tous les moyens pour pouvoir nous accueillir dans de bonnes conditions, et envers qui je suis très reconnaissant. Donc aujourd'hui, les relations avec Villeneuve sont un peu compliquées. On a perdu un peu le soutien qu'on avait historiquement, mais je suis sûr que ça va se rétablir peut-être après les élections, peut-être un peu avant, je ne sais pas. Et par contre, pour la ville d'Asnières, c'est une très très belle rencontre, et on est très content d'être ici. Et je pense qu'on va rester ici très longtemps et faire de très belles choses, parce qu'on a la chance d'avoir des politiques et une dynamique locale très positive et qui correspond plus ou moins à Access, au projet d'Access. Justement, nous sommes actuellement à la Teddy Arena. Comment s'est passée l'obtention de ce gymnase, de cette arène, pour que Access puisse jouer justement dans ce gymnase, cette arena d'envergure? J'ai l'impression qu'il y a un président qui a du talent à Access, qui sait toujours ramener les bonnes ressources. Pour être un peu plus sérieux, l'avantage du projet Access, c'est que c'est un projet qu'on a pu planifier et anticiper. Donc du coup, on n'est jamais pris de court. On a toujours su où est-ce qu'on voulait aller, quand est-ce qu'on voulait y aller, comment on devait y aller. Donc du coup, on a nous su qu'il y avait une arena qui était en construction ici depuis quelques années, qui était en suspens, qui allait bientôt sortir de terre. On s'est rapproché via les élus du Villeneuve-la-Garenne, des élus d'Asnières, et puis on a présenté le projet, ça a tout de suite matché, et on a eu la chance d'avoir un écho favorable. Mais c'est vrai que c'est important, si on veut se développer, d'avoir toujours des coups d'avance et toujours anticiper les problèmes à venir, parce que si on se contente d'attendre que ça arrive, finalement on se retrouve en difficulté. Donc après ces présentations, donc votre présentation, la présentation du club, nous allons parler maintenant de l'effectif des joueurs. Une question qui nous taraude souvent, c'est comment vous arrivez à gérer les personnalités de chaque joueur, étant donné que votre effectif est composé d'internationaux, comment ça se passe au quotidien ? Au risque de peut-être mal compris, mais on a les joueurs qu'on mérite. Donc si aujourd'hui ces joueurs-là peuvent venir au club, c'est parce qu'il y a dans la structure des personnes capables de les encadrer. Donc, en l'occurrence le président que j'incarne, et ensuite je choisis des gens, entraîneurs, directeurs sportifs, des personnes dans la structure, des dirigeants qui derrière sont formés et sont surtout à la hauteur du niveau de ces joueurs-là. Donc, je pense qu'on n'a aucun problème à accueillir des joueurs, on peut accueillir les plus grands joueurs du monde, et ça ne changera rien pour nous, puisque on n'a pas de complexe, on ne se sent pas nous en dessous, on voit personne trop grand, et on ne se voit pas trop grand non plus. Donc aujourd'hui la relation avec tout le monde elle est plutôt bonne. Quand il faut être dur, on sait l'être, et quand il faut soutenir les joueurs, les suivre, les accompagner, les encourager, on le fait aussi. Donc avec toutes ces personnalités, tous ces internationaux, avez-vous beaucoup d'ego à gérer ? Déjà il y a le mien, comme vous pouvez le constater. C'est pas l'ego le plus simple à gérer, mais non, pas forcément. Si on analyse un peu la structure de l'équipe d'Access, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens très simples, très humbles, et ça nous facilite la gestion de tous les jours. Les crises d'ego sont très rares, et quand elles sont là, en général,
On sait parfois laisser les choses se passer et on sait parfois recadrer les gens quand il le faut. Mais on a réellement la chance d'avoir un vestiaire qui vit très bien, d'avoir un groupe avec une très bonne mentalité. Et c'est un peu l'Access Spirit, ce qu'on appelle nous l'Access Spirit, l'esprit d'Access. C'est vraiment, on ne se prend pas au sérieux, on travaille beaucoup, mais on reste humble quand les choses se gâtent. Au niveau de l'effectif, vous le managez comme un club professionnel. À quelle fréquence d'entraînement vous avez? Donc c'est les questions qu'on se pose. Vous avez une vision globale professionnelle ou bien vous restez encore... Moi j'ai une vision professionnelle, donc j'essaie de professionnaliser le club. Les joueurs s'entraînent tous les jours, parfois deux fois par jour, parfois une fois par jour. Il faut savoir que le mythe qu'être pro c'est s'entraîner 2 fois par jour, c'est faux. Donc selon les entraîneurs et selon les entraînements, comment l'entraîneur gère son groupe, parfois en faisant du spécifique, et là il y a 2 séances, parfois en faisant des séances plutôt longues de 2 heures. Ça dépend vraiment de la philosophie de l'entraîneur, mais ils s'entraînent tous les jours, ils sont à disposition du club à 100%. La quasi-totalité des joueurs sont pros, ils sont uniquement dédiés au club, ils sont la plupart d'entre eux rémunérés, parfois en tant que joueurs, parce qu'on a le droit d'avoir des contrats de joueurs dans le droit français. On n'a pas forcément nécessité d'avoir des contrats homologués par la FIFA. Donc certains sont en contrat joueur, d'autres sont en contrat d'éducateur ou d'encadrement administratif parce que c'est réellement le travail qu'ils font. Donc on fait en sorte que tout le monde soit dédié au club parce que ce projet-là, s'il veut réussir, il a besoin de ressources et on n'a pas trop le choix en fait. Donc également des faits qui se sont déroulés cet été. Vous avez accueilli 2 internationaux marocains, donc, que sont Bakali et El Mesrar en provenance du Montpellier MF. Dans quel contexte s'est effectuée leur venue? J'ai de très très bonnes relations avec le président de Montpellier. C'était 2 joueurs qui étaient très importants pour son groupe, pour son effectif. Et j'avais besoin de compenser les départs parce que la saison dernière, on a eu pas mal de départs. Donc il fallait que je recrute. C'est des joueurs de très 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 haut niveau, très professionnels. Donc la relation s'est faite via des échanges avec le président. On a discuté, j'ai demandé à ce que ces joueurs me soient prêtés une saison et qu'à la fin de la saison, on les renverrait. Que c'était le deal et puis ça a été accordé et leur intégration se passe très bien, on est vraiment tous très contents d'eux et les performances sur le terrain en dehors sont juste excellentes, donc on est très très contents de ce recrutement. Donc de façon générale, comment expliquez-vous que certains joueurs de renommée internationale n'arrivent pas à rester ou à être retenus plus longtemps dans le championnat français? Donc je pense surtout à Angelotte qui était venu justement chez Access, qui n'est pas resté longtemps, Takou également, et Ruiz côté Toulon. Alors côté Toulon, j'en sais rien, mais côté Access, Angelotte Caro, c'est un globe-trotter Angelotte, hein. Quand on le connaît un peu, c'est le genre de joueur qui aime faire des expériences un peu partout, donc c'est ce qu'il a fait. Takou, c'est une personne qui a énormément de qualité. Après, le schéma de jeu du coach ne correspondait pas à un jeu en pivot. Donc, du coup, on lui avait dit qu'il risquait de ne pas avoir beaucoup de temps de jeu. Il a préféré partir. Mais l'information n'est pas forcément vraie dans le sens où Edou est un national étranger. Il entame sa 2e saison. Igor, qui vient d'arriver, il est toujours là. Il n'est pas prêt de partir. Miodrag, qui est aussi un international très connu, est là. Nous, on a tendance à garder nos joueurs très longtemps. Et s'il y a des départs en général, c'est qu'il y a une incompatibilité, une erreur au niveau du recrutement. Et en général, c'est ce qui cause les départs. C'est très rare. Après, sur les autres clubs, c'est des modèles différents. Il y a des clubs qui sont basés justement sur des recrutements court terme, et ce qui n'est pas du tout le cas d'Access, qui se base souvent sur un recrutement long terme. En tout cas, des joueurs jusqu'à que leur niveau s'épuise. Donc selon vous, que faut-il au futsal français pour attirer et garder dans le temps les talents internationaux? Il faut un projet structuré, il faut une vision, il faut savoir où est-ce qu'on va. Et il faut surtout avoir l'ambition d'être professionnel et non pas se comporter comme des clubs amateurs, sans moyens. Il faut savoir qu'un joueur international, il a l'habitude de jouer dans des grands clubs, dans des clubs structurés. Donc du coup, pour le garder, pour l'attirer, c'est pas très compliqué parce qu'il suffit on peut lui raconter ce qu'on veut et il peut signer. Par contre, pour le garder, il faut lui prouver tous les jours. Déjà qu'on veut qu'il reste, qu'on aime
le joueur et qu'on s'appuie sur lui sur du long terme, il faut surtout à côté une structure pro. Il faut un suivi médical, il faut un staff, un encadrement, il faut le loger. Il y a beaucoup de travail à faire, donc c'est pas à la portée de tout le monde, mais c'est pas non plus des montagnes. Donc je pense que c'est une question de volonté. Et il faut des présidents aussi avec l'étoffe de président, c'est-à-dire qu'on a les épaules pour assumer le recrutement de ce genre de joueurs. Nous avons parlé un peu mercato. Nous avons eu vent d'un mercato très passionnant dans les mois prochains. Access se positionnera-t-il comme un acteur majeur du mercato ? Access a toujours été un acteur majeur du mercato. Je pense que les mercatos d'Access sont toujours faits par les deux. Il y a toujours eu des recrues importantes et ça s'arrêtera pas maintenant. Donc pour le moment, on est en décembre, il n'y a pas de mercato, mais peut-être qu'en janvier, il y aura un mercato, il y aura peut-être des joueurs qui seront annoncés, il y aura peut-être des joueurs qui partiront. Pour le moment, je n'ai pas de déclaration particulière à faire, mais oui, Access sera toujours un acteur du mercato parce que le recrutement, ça fait partie du sport. Et si on est ambitieux, tant qu'on n'a pas atteint l'objectif qui est pour nous l'étoile de l'Europe, on continuera à recruter jusqu'à qu'on y arrive. Donc nous allons parler du futsal français. Comment évaluez-vous l'évolution du futsal français ces dernières années ? Et comment jugez-vous justement les actions menées par la FFF ? Moi je trouve que le futsal français évolue chaque année. On voit une volonté par rapport à la fédération française de professionnaliser la discipline. On a vu cette année l'habillage. Donc c'est des petits éléments de communication, mais c'est des éléments de communication importants qui envoient des messages importants. On voit aussi la volonté d'organiser les matchs de l'équipe de France de manière beaucoup plus professionnelle avec le terrain qui va bien, l'animation. Donc on se rend compte quand même que la Fédé est en train de faire le boulot pour que les clubs, suivent leur voie. Et j'ai l'impression que le futsal français évolue plutôt bien. Après, il y a Orchy qui va faire énormément de bien au futsal français parce que c'est un club qui a de l'ambition, qui est pas là pour faire de la figuration, et il faut que les autres clubs suivent tout simplement parce que la professionnalisation doit venir des clubs et de personne d'autre. On n'a pas de papa nous à la Fédé, on est de grands garçons, on est autonomes, c'est à nous d'impulser le truc, et si on le fait, vous verrez que la fédération nous suivra et sera très contente d'accompagner une discipline de haut niveau qui brillera en Europe. Donc là, vous êtes monté en D1. Depuis votre montée, quel rapport vous entretenez avec les clubs historiques de D1 ? Est-ce qu'il y a une rivalité saine ou pas ? Pouvez-vous nous en dire plus ? Moi, je suis en rivalité avec personne. Je suis un lion, donc les lions, comme vous le savez, ils marchent tout seuls. Ils ne regardent pas ce qui se passe ailleurs. C'est exactement ce que j'essaye de faire. Je suis en concurrence avec aucun club. Par contre, je suis ami avec certains présidents, donc c'est le cas d'Orchy, c'est le cas de Roubaix, c'est le cas du Sporting, c'est le cas du KB, c'est des gens avec qui je m'entends super bien. Il y a le président de site de Garges Gibson, avec qui je m'entends bien, et j'espère qu'on aura des relations entre clubs beaucoup plus positives pour les prochaines années. C'est pas du tout des rivaux, c'est des amis, c'est important. Après, il y a des clubs avec qui je m'entends pas du tout, et avec qui peut-être que je m'entendrai jamais, peut-être que ça va s'améliorer. Mais voilà, il y a des clubs qui sont porteurs d'énergie positive, il y a des clubs qui sont là pour essayer de nous mettre des bâtons dans les roues. Par contre, qu'ils essayent, moi ça me fait rire. Là maintenant, on va parler du projet du club à moyen et long terme. Quels sont vos futurs projets justement ? La suite, c'est de continuer pour nous de déployer nos académies un peu partout, de faire de la préformation, de la co-formation futsal-football, travailler sur un modèle qui va permettre d'avoir des meilleurs joueurs sur les deux disciplines, médiatiser le futsal, c'est super important, travailler sur de gros événements, c'est ce qui va faire connaître la discipline un peu partout et par tout le monde. Engager entre guillemets ou impliquer de plus en plus des guests, des personnalités pour la promotion de la discipline. Donc nos projets, nous, c'est de continuer à faire grandir le club, continuer à faire grandir le futsal français pour faire du futsal français l'une des places centrales du futsal mondial. Bon, on va faire maintenant une petite interview décalée, on va dire. Quel est votre plat préféré ? Mon plat préféré Vous me prenez de court. Mon plat préféré, je sais pas, les frites, je crois. Je pense que j'aime beaucoup les frites. Ok. Et la musique préférée, votre musique préférée ? Ma musique préférée, mon style de musique préféré, c'est la chanson française, toujours. Et à jamais. Après les musiques, les films. Quel est votre film préféré ? Mon film préféré, là il y a un grand débat en moi-même. En tout cas, c'est du film américain, c'est du film vieux, c'est du vieux film, c'est pas du tout du film contemporain. Je pense que Le Parrain, c'est un des films que je préfère. Il y a Viva Zapata, c'est du Brando. Il y a Marlon Brando dans le film en tout cas. Soit il est jeune, soit il est vieux, mais en tout cas, c'est un film avec Brando, je sais pas lequel. J'aime beaucoup Sur les quais, j'aime beaucoup Viva Zapata, j'aime beaucoup Le Tramway nommé Désir, c'est mes films préférés.
Quel est votre gâteau préféré? Toujours dans la nourriture. Le fraisier et le cheesecake. Alors on va retourner un peu au niveau futsal. Quel est votre joueur français préféré? Ah, ça, c'est compliqué, c'est très très compliqué. Si je devais choisir entre les... C'est un joueur d'Access en tout cas, c'est sûr. Le lundi c'est Abdesamad, le mardi c'est Nelson, le mercredi c'est Souil. C'est toujours jeudi Kevin et le vendredi c'est Pourcide. Ouais, vous voulez froisser personne en gros. Non, j'aime vraiment tous les joueurs que je recrute, tous les Français que je recrute, je les aime pareil. Et votre joueur étranger préféré? Mon joueur étranger préféré, c'est Ricardinho, bien sûr. Qui d'autre? Et au niveau des championnats, lequel préférez-vous? Le championnat d'Espagne. C'est mon championnat préféré. Et quelle équipe nationale? Équipe nationale que je préfère, ça va être la France, parce que je suis supporter et que je ne suis pas supporter des autres équipes. Et votre club étranger préféré? Mon club étranger préféré, c'est l'Inter Movistar. C'est vraiment le club qui m'inspire et dont j'aimerais suivre le chemin. Donc on va clôturer cette interview avec une dernière question. Pour vous, le futsal, c'est du futsal ou du football? C'est du futsal, ça n'a rien à voir avec le football. Et l'amalgame est d'autant plus dérangeant que c'est des sports totalement différents, si ce n'est que le futsal, c'est un peu mieux quand même que le football quand on connaît le sport. Samy Selami, merci beaucoup pour cette interview et pour votre disponibilité. Et vive le futsal. Et vive la France.